la première vidéo sur les adaptations de jeux d'arcade sur Amiga que je vous ai proposé dernièrement vous a semble-t-il plu. Enfin, j'ai eu quand même aussi pas mal de remarques sur le fait que l'Amiga pouvait gérer plus d'un seul bouton en simultané. C'est vrai. Mais ces vidéos font référence à des ressentis que j'ai eu à l'époque, et à l'époque je n'avais pas non plus internet, et les seules manettes de boutons que je connaissais, c'était celles de la NES. Et rentrer cette prise-là de NES dans le port joystick de l'Amiga, il y a que dans une sous-rubrique YouPorn que vous verrez quelqu'un y arriver, hein. Et puis il y a eu aussi quelques personnes qui se sont senties micro-agressées parce que je n'avais pas encensé tous les jeux que j'avais présentés. Et donc que le but de la précédente vidéo était de descendre l'Amiga. Et bien dans cette présente vidéo, on va remédier à ça, parce que je n'aime pas que les gens se sentent mal à cause de moi. D'ailleurs, la remarque gentillette que j'avais faite sur la Terre ST a également été mal prise, alors que je n'ai strictement rien contre la machine. Promis, je ne parlerai plus de cette machine, le superflu n'ayant pas sa place dans cette vidéo. Jingle! Et pour commencer cette seconde vidéo, on va démarrer sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, avec certainement le meilleur jeu d'arcade de bagnole de l'époque, j'ai nommé Outrun. Jeu auquel, comme beaucoup d'autres, je n'ai joué qu'une seule fois sur borne, mais la claque fut magistrale. Fluide, rapide, fun, je me souviendrai toujours de cette unique partie que j'ai faite dans un supermarché sur la route des vacances. Et la version Amiga est à tomber par terre. Regardez-moi la fluidité de ce jeu, l'impression de vitesse qui décoiffe. Tout le plaisir de l'arcade à la maison sur une disquette de 880 kilo-octets. Le seul souci, c'est que je n'ai pas eu la chance à l'époque de connaître cette merveilleuse adaptation d'US Gold, sortie en 1989 et développée par Prop Software. J'ai eu uniquement la malchance de jouer à Lotus Esprit Turbo Challenge ou Lotus Turbo Challenge 2 qui était vraiment minable en comparaison. Bon, là j'espère que vous l'aurez compris, je me fous de la gueule du monde. Alors parce que la conversion d'Outrun sur Amiga est bien entendu ignoble, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas dû à la capacité de la machine. Je doute même que cela soit dû aux capacités des développeurs. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit l'éditeur qui ait donné des délais totalement irréalistes à l'équipe de 4 personnes qui ont fait ce portage. Et hélas, c'était souvent le cas à l'époque. Qu'on ne me dise pas qu'il était impossible de faire mieux, les Lotus en sont la preuve flagrante. Street Fighter 2, toujours édité par US Gold et qui tenait sur 4 disquettes, ce qui vous faisait jouer au grille-pain, est également la preuve que la qualité d'un jeu passait largement au second plan. Le nom et l'aura du jeu, une pub et une jolie boîte, faisaient vendre le tout sans trop de soucis. Alors oui, adapter Street Fighter 2 sur une machine avec un joystick à un seul bouton, et je parle bien entendu de mon matos à l'époque, mais également certainement le matos de 99% des possesseurs d'Amiga. Donc adapter Street Fighter 2 sur une machine avec un joystick à un seul bouton, c'était déjà suicidaire. Mais d'autres l'ont fait pourtant, avec grande classe. Regardez donc Body Blows de Team 17. Quand on ne prend pas des joueurs pour des vaches à lait et qu'on les respecte, voilà ce que ça donne. Un jeu de baston plutôt joli, même si les graphismes font européens si j'ose dire, et une jouabilité, même si elle n'atteint pas la qualité d'un Street Fighter de arcade, de qualité. Allez, j'ai fini de troller, retour sur des conversions qui valent le coup et que j'ai vraiment apprécié. Et on commence par Cabal. Qu'est-ce que j'ai pu y claquer des pièces dans le jeu. L'objectif était simpliste, un soldat qui devait tout faire péter devant lui. C'était simple, bourrin, mais fun comme pas permis car la majorité du décor était destructible ou pouvait servir de couverture pour vous ou les ennemis. Le jeu se contrôlait avec 3 boutons, un pour le tir, un pour le lancer de grenade et un pour la roulade pour éviter les projectiles. Vous sentez venir la problématique pour la version Amiga ? À part ça, rien d'intellectuel, juste un bon défouloir où il faudra détruire et tuer tout ce qu'il y a devant vous, le temps de remplir une jauge de destruction. Une fois cette dernière pleine, vous passerez à l'écran suivant. Et tous les 4 niveaux vous affronterez un boss sur tout à fait le même principe de jeu. Bourrin et répétitif, on a pourtant envie de continuer le jeu pour découvrir les nouveaux environnements à détruire et les nouveaux ennemis à zigouiller. Quelle ne fut pas ma joie lorsque je mis mes mains sur la version Amiga éditée par Ocean en 1989, jeu qui semble développé par des Frenchies au vu des prénoms des développeurs. Et je ne fus pas déçu. Alors bien sûr, l'adaptation souffre d'une palette de couleurs moindre, mais je n'avais pas la borne à côté de moi pour comparer directement. J'avoue que je n'y avais vu que du feu. Le contrôle à 3 boutons de la borne a été assez intelligemment adapté à un seul bouton et sans utilisation du clavier. La roulade se faisant en mettant la manette en biais vers le bas, sans tirer, et le lancer de grenade en mettant la manette vers le bas durant le tir. C'est ce dernier point qui fâche un peu, car on lâche trop facilement les grenades quand on mitraille et qu'on veut descendre le viseur vers le bas.
À part ça, l'adaptation est plutôt fidèle, même si les premiers niveaux sont bien plus longs à passer que dans la version arcade. Les suivants, eux, semblent plus en adéquation avec le jeu original. Bref, avoir Cabal sur Amiga, c'était à coup sûr faire des économies en arcade, car globalement, l'adaptation est très réussie. Roadland de Jaleco est dans la lignée de Bubble Bobble, ce que j'appelle des cute games. Dans des écrans fixes, le but est de généralement vider ces mêmes écrans de leurs ennemis. Dans ce jeu, jouable à 2 simultanément, vous jouez le rôle de mignonnes petites fées devant délivrer leur maman. L'occasion idéale de bâcher toutes sortes de monstres grâce à votre bâton magique qui emprisonne les ennemis et ensuite de leur claquer le beignet de droite à gauche à la manière d'Obélix. Mais votre bâton ne sera pas votre seul atout. Vos bottes sont également enchantées et permettront de créer des échelles pour grimper ou descendre sur les plateformes présentes. Vous pouvez bien entendu vous la jouer bourrin, mais si vous décidez par tout hasard de la jouer subtile et de récupérer toutes les fleurs du niveau avant de tuer vos adversaires, ceux-ci se transformeront alors et au moment de leur trépas lâcheront des lettres. Récupérer ces lettres pour former le mot extra vous octroiera une vie supplémentaire. Un risque à calculer. Notez que je n'ai jamais joué à la version arcade de jeu sur une vraie borne, et donc mon expérience du jeu s'est faite directement sur la version Amiga. D'ailleurs, cette version Amiga portée par Cellscurves en 1991 n'est hélas pas arcade perfect. Oui, il est magnifique et au premier abord on pourrait croire à une conversion parfaite. Hélas, ce n'est pas le cas, et c'est les développeurs eux-mêmes qui le disent. En effet, ces derniers ont pour cette version Amiga corrigé des bugs de la version arcade. Fini les monstres qui se coincent en haut d'une échelle, fini les monstres qu'on peut exploser alors qu'ils sont même pas au niveau du sol. Ces mêmes développeurs ont l'outrecuidance d'ajouter des niveaux que l'arcade ne possède pas. Blasphème! Alors encore une fois, pour les premiers degrés du fond qui n'auraient pas compris, ceci est bien entendu du troll. Roadland sur Amiga est un pur bijou d'adaptation. Ronald Pleckett, un des développeurs, aurait même dit la chose suivante. C'est génial de faire un portage sur une machine capable d'émuler l'original. Tout le contenu de l'arcade est présent et tourne à vitesse constante. Oui, il a un petit accent anglais, voilà. Et force est de constater que l'équipe ne s'est pas contentée du contenu de l'arcade, mais enrichit encore l'expérience. Ce qui fait finalement peut-être de cette version Amiga de Roadland la version ultime. Eh bien, ça aurait pu, si cette version contenait les 2 scénarios de la version arcade, ce qui n'est hélas pas le cas. Alors oui, des niveaux ont été ajoutés au premier scénario, mais il manque un morceau complet du jeu d'arcade, malgré la déclaration du développeur. C'est dommage, n'empêche que cette adaptation reste un hit en puissance à essayer absolument sur votre Amiga si vous ne la connaissez pas. Tiens, puisqu'on aborde les jeux d'arcade que je n'ai pas connus en salle, continuons car tous les jeux qui vont suivre, je ne les ai d'abord connus que sur Amiga et ensuite en émulation côté arcade. New Zealand Story fait partie de ces jeux. New Zealand Story, c'est l'histoire d'un léopard de mer qui kidnappe des kiwis. Non, pas les fruits poilus qui ressemblent à des couilles, mais plutôt ces gros boussins jaunes qui passent leur temps à écouter de la musique, jongler, faire du saut à la corde et fumer un bon gros pétard. Les kiwis, c'est tous des branleurs. Adhérez au KKK, le comité contre les kiwis. Tu m'étonnes que tout ce boucan donne envie de les foutre dans un sac pour les noyer dans de l'eau de Javel. Sauf qu'hélas, vous allez jouer le rôle de Tiki, le seul kiwi qui a réussi à se barrer, et aller délivrer bien entendu vos amis. Et dès que j'ai remis la main sur le jeu pour cette capture de la version arcade, j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. C'est quoi ces niveaux de taré? Dès le début, il y a de la plateforme partout, des ennemis à foison, des pics et autres joyeusetés. J'avais souvenir d'une version Amiga plus soft, et ma conclusion aurait été immédiate, la version Amiga n'est pas du tout arcade perfect. Sauf que la version arcade n'est pas elle-même arcade perfect. Je m'explique. À gauche, la version World, qu'on aurait dû avoir dans nos salles d'arcade. La version Japan, vous remarquez pas une grosse différence dans le level design ? Bien oui, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux. Et les adaptations micro-ordinateurs se sont basées sur la version Japan. Tu m'étonnes qu'en essayant la version World, je trouvais pas les sensations de la version Amiga. Côté Amiga, ne vous arrêtez surtout pas à l'écran de démarrage, on dirait qu'il a été créé par un enfant de 7 ans et sous Paint. Et encore, je connais un enfant de 7 ans qui fait beaucoup mieux. Passé cette œuvre étonnante, on découvre somme toute une adaptation très fidèle au titre arcade. Le saut se fait en pointant le stick vers le haut, mais cela reste très jouable. Ce qui m'avait marqué dans le jeu, c'était surtout la possibilité de piquer les plateformes volantes aux adversaires, ce qui changeait totalement la façon d'appréhender le level design très labyrinthique du monde dans les levels les plus avancés. Seul point négatif pour moi, la musique, qui fait très étouffée. On dirait encore une fois qu'elle a été enregistrée directement en audio depuis la borne d'arcade et jouée ainsi. L'effet est moins prononcé que pour Shinobi, mais on le sent quand même bien.
Sly Spy est un jeu d'arcade de Data East sorti en 1989 dans lequel vous incarnez un agent 000 devant empêcher le lancement d'un missile nucléaire. Le point fort du jeu, ses graphismes et ses phases d'action variées, mais surtout ses graphismes. Parce que les phases d'action, ça fait un peu bourrin et bourrin font tout péter. D'abord, vous tuez tout le monde en saut en parachute, ensuite vous tuez tout le monde en mode run and gun, et côté boucherie ça se pose. Ensuite, vous tuez tout le monde en moto, puis de nouveau en run and gun, mais aussi en mode plongée sous-marine. Vous l'aurez compris, le jeu est un gros défouloir pas vraiment subtil, et à mon humble avis, seuls ses graphismes et la variété des situations qu'on a envie de découvrir le sauvent d'être hyper lassant. Sur Amiga, le jeu est nommé Secret Agent et édité par Ocean. Et comme je l'avais expliqué, c'est sur Amiga que j'ai découvert ce jeu, que j'avais trouvé magnifique et varié à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt la douche froide. Pas que c'est moche, bien au contraire, c'est somme toute assez fidèle à l'arcade, mais c'est surtout lent et saccadé. En arcade, la difficulté venait du nombre imposant d'ennemis, surtout dans les phases de run and gun. Sur Amiga, seuls 2 ennemis à la fois seront gérés, et ce ne sera pas forcément plus simple pour autant car ils vous arroseront de grenades pour compenser leur nombre. Si l'ensemble du jeu d'arcade semble être présent, c'est vraiment sur ce point que le bas blesse. En arcade, le boss du niveau sous-marin est un requin qui passe derrière vous pour vous attaquer. Pas de soucis, votre personnage peut se retourner pour tirer sur lui. Et bien sur Amiga, impossible que votre personnage se retourne. Alors bien sûr c'est un détail, car le déplacement d'attaque du requin a été modifié en conséquence, mais cela change le rythme du jeu. D'ailleurs si on pouvait tirer comme un bourrin sur la version sale, sur Amiga ce n'est pas possible faute à un nombre d'objets animés simultanément limité. Notez également que si la musique est présente, les bruitages eux sont passés à la trappe. Si à l'époque le jeu avait fait illusion sur moi, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais entre nous, ce n'est pas non plus le cas de la version arcade, bien trop bourrin et très loin de la qualité et de l'intérêt surtout d'un Shinobi ou d'un Rolling Thunder. Une des adaptations arcade que vous avez été nombreux à me citer dans les commentaires de la précédente vidéo, c'est Saint Dragon. Bizarrement, même si c'est un jeu que j'ai connu sur Amiga, il ne m'a jamais transcendé. Et il faut bien avouer que jouer à la version arcade pour faire la capture pour cette vidéo ne m'a pas non plus enjaillé plus que ça. Alors oui, c'est très joli, c'est un shmup assez difficile en scrolling horizontal dans lequel on contrôle un dragon modifié façon cyberpunk, et certainement béni par le curé du coin, sinon il ne serait pas sain. Et le but c'est qu'il doit tout défourailler sur son passage. Et c'est tout ce que je retiendrai. Pas de système de jeu qui apporterait quelque chose de plus, pas d'environnement ni de musique inoubliable, en tout cas pour moi. La version Amiga est elle-même très jolie malgré une zone de jeu plus petite, qui l'a fait paraître presque en 16/9 d'ailleurs. Développé par Cells Curves, encore une fois, et codé par un des programmeurs de Rodland, le jeu utilise leur système de streaming de données depuis la disquette. C'est-à-dire que le jeu possède un temps de chargement initial pour démarrer le jeu, et qu'ensuite il ne charge plus jamais. Ou plutôt il charge ses données tout le temps, mais sans interrompre le jeu. Un système révolutionnaire à l'époque qui fonctionnait sur disquette, alors qu'aujourd'hui certains jeux, s'ils n'ont pas de SSD, n'y arrivent pas. Bref, passons sur ce détail. Alors oui, le jeu est joli, voire même plus fin qu'en arcade, mais il a un défaut assez important. Quand trop de tirs ou d'ennemis sont à l'écran, le jeu utilise un système de frame skip pour garder la vitesse du jeu constante. Au lieu de ralentir, les animations saccadent et on a du mal à savoir si on va se prendre quelque chose ou pas dans la gueule. Autre point négatif, il manque un niveau de l'arcade dans cette conversion. A noter également que cette version Amiga est bien plus simple et qu'une fois l'armement max, le jeu est vraiment simplissime contrairement à la version arcade. Ça ne fait pas de Saint Dragon un mauvais jeu, mais je dois avouer que je n'étais pas fan du jeu à l'époque sur Amiga et que je ne le suis toujours pas même dans sa version arcade. Par contre, dans le même délire, Dragon Breed Direm est une véritable tuerie. J'adore ce jeu autant que j'y suis nul. Ici on contrôle aussi un dragon, mais lui est invincible. Seul son pilote peut mourir, et là est toute la stratégie du jeu. Protéger à tout prix le cavalier, dirons-nous, en utilisant sa queue. Enfin la queue du dragon, je veux dire. La queue du dragon permet de détruire les ennemis et d'absorber surtout les tirs adverses. La partie shoot peut même se transformer de manière très limitée en run and gun, car vous pourrez faire descendre le pilote sur des plateformes afin de récupérer des bonus. Vous contrôlerez alors en parallèle le déplacement du personnage, son tir, mais toujours le dragon d'une manière très naturelle. Les bonus récoltés permettront de faire cracher du feu à votre dragon, ou d'améliorer le flingue du personnage, voire même de donner d'autres capacités au dragon comme vous enrouler autour du personnage. Notez également que le dragon possède un tir chargé. Le jeu est pour moi très difficile, mais chaque partie est un véritable plaisir. Et c'est en retestant pour cette vidéo la version Amiga, puisque je n'ai pas connu la version arcade,
que je me demande comment j'ai fait pour apprécier le jeu. La version Amiga est juste abominable en termes de difficulté. Je trouve difficile la version arcade, mais alors la version Amiga c'est du pur masochisme. Les boulettes adverses sont énormes et dès que l'on se fait toucher on se retrouve à poil. Le simple passage de la première structure, dirons-nous, est juste impossible à passer. Les tirs adverses sont trop nourris, trop rapides et je n'arrive pas à faire que mon dragon me protège. Comment j'ai pu garder un aussi bon souvenir de ce jeu? Je n'en ai aucune putain d'idée. Le pire dans l'histoire, c'est que la réalisation est plus que correcte. À part qu'on ne peut mixer musique et bruitage, le reste est tout à fait potable. Mais autant Saint Dragon était plus simple, autant la difficulté de Dragon Breed sur Amiga vous rendra totalement ma boule. Ou alors c'est moi qui est totalement à chier, c'est une grosse possibilité également. Et on va terminer cette vidéo avec un jeu qui est ultra connu des possesseurs de NES, j'ai nommé Double Dragon 2. Car oui, il faut bien avouer que l'adaptation de ce jeu d'arcade sur la NES est un véritable bijou. Au lieu d'avoir tenté une adaptation arcade perfecte, le jeu propose, j'oserais dire, une relecture du jeu qui a donné le joyau que tout le monde se doit d'avoir essayé une fois dans sa vie. Car voici à quoi ressemble la version arcade. C'est bien sûr joli, mais c'est manette en main que ça se gâte. C'est très difficile, mais dans le sens injuste. On a beau avoir un bouton pour frapper à gauche, un autre pour frapper à droite, et un dernier pour sauter, c'est plutôt gangbang sur notre face de la part des adversaires, et on passe plus de temps à voltiger, à ramasser ses dents au sol, plutôt que distribuer des mandales dans la gueule. Double Dragon 1 était loin d'être un jeu facile, mais alors celui-là, j'ai dû passer plus de temps à laver le carrelage avec ma langue qu'autre chose. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais un très bon souvenir de ce jeu. Sauf que, comme je l'ai dit avant, je l'avais découvert sur Amiga. Et si l'adaptation Amiga est loin de valoir la relecture de la version NES, elle rend le jeu carrément plus accessible. Parlons de suite des choses qui fâchent. D'abord, les temps de chargement. Le temps de chargement initial est tellement long qu'un défilement vertical vous explique le scénario de Double Dragon 1, son dénouement, ainsi que le scénario de ce Double Dragon 2, où la gonzesse que vous êtes cassé les noix délivrée dans le premier vient de se faire buter. Second point noir, on se rend compte que les musiques du jeu, y en a pas. Ben oui, il y a que des bruitages. Puis vient le moment de donner les premiers coups de tatane, et d'un gameplay à 3 boutons, on passe à un contrôle à un seul bouton, plutôt bien fichu. Coup de poing avec le bouton de tir, coup de pied sauté déclenchable aisément en mettant une direction plus le tir, et on arrive même à faire des coups de pied retournés, ce que j'ai jamais réussi à faire en arcade. Et surtout, le jeu est bien plus accessible. Nous ne sommes plus le jouet d'un homme viril et musclé au torse nu et huilé. Enfin presque, parce que dès le début du chargement du second niveau, un ennemi qui doit normalement entrer dans le niveau en cassant un mur est déjà présent dans la zone de jeu et vous explose la tête façon apéricube. Et cette expression ne veut toujours rien dire. Et ce, sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Alors oui, j'oserais quand même dire que malgré quelques lacunes, la version Amiga de Double Dragon 2 est carrément plus agréable à jouer que la version arcade. Bien sûr, on n'atteint pas la qualité de la version NES, et on est loin d'une conversion arcade perfecte. Mais tant mieux, car cela rend le jeu bien plus équilibré, et donc bien plus fun à jouer. C'est maintenant la fin de cette seconde vidéo dédiée aux adaptations de jeux d'arcade sur Amiga. Mais j'ai encore de la matière pour faire un troisième épisode, si jamais vous en voulez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous n'en voulez pas, dites-le aussi en commentaire, hein. Plus de commentaires, la vidéo sera mieux référencée, vous le savez, je l'ai déjà dit. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.